Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle plongée dans les sources historiques. On a un programme très chargé aujourd'hui. Janvier 1943. Le monde est littéralement à feu et à sang. Et là, dans le plus grand des secrets, le président américain, Franklin Delano Roosevelt, prend une décision complètement radicale. Bonjour à tous. Et oui, une décision qui va tout basculer. Je suis ravie d'analyser ça avec vous aujourd'hui parce que c'est une histoire de fou. Exactement. En fait, Roosevelt décide qu'il faut se débarrasser de Charles de Gaulle. Alors, pas de l'assassiner physiquement, attention, mais de faire quelque chose de politiquement bien plus létal. L'effacer, purement et simplement de la carte géopolitique. Voilà, le remplacer par un général jugé plus, disons, docile, plus maniable, un certain Henry Giraud. Et ce plan américain conçu dans les couloirs de Washington, ça va déclencher l'une des batailles diplomatiques les plus féroces de la guerre. C'est ça. Détaillons un peu tout ça. Pour cette analyse, on va prendre la forme d'un petit débat académique. Je vais jouer le rôle de l'analyste pro-Roosevelt pour explorer sa vision stratégique. Et moi, du coup, je vais décortiquer tout ça du point de vue d'un expert pro-De Gaulle pour vraiment défendre cette intransigeance politique de la France libre. Parfait. Et je précise, pour ceux qui nous écoutent, c'est important que même si on touche à des questions politiques sensibles, notre analyse reste neutre. On s'en tient aux faits, des sources, sans aucune prise de parti idéologique. Alors, pour bien comprendre l'hostilité de Roosevelt, début 43, il faut vraiment chausser les lunettes américaines. Ouais, un pragmatisme très froid, quoi. Absolument. Les États-Unis sont dans une guerre mondiale totale. Pour Washington, De Gaulle, c'est un immense problème. C'est un général sans armée conventionnelle, sans mandat électoral et qui exige quand même d'être traité d'égal à égal avec les grandes puissances. C'est vrai que, vu de là-bas, il a l'air d'un réfugié arrogant. Roosevelt disait même qu'il se prenait pour Jeanne d'Arc, il me semble. Carrément. Roosevelt ne le supportait pas. En temps de guerre, la doctrine américaine, c'est l'efficacité. On s'allie avec ceux qu'on peut contrôler, pour gagner. D'où le choix de s'appuyer d'abord sur l'amiral Darlan, puis sur Henri Giraud, après l'opération Torche, fin 42. Giraud, lui, il obéit et il ne fait pas de politique. Ce qui est fascinant ici, c'est la différence fondamentale d'ADN entre ces acteurs. Giraud, c'est un militaire dans l'âme. Il veut des armes, des troupes, battre les Allemands. Point. Mais De Gaulle, lui, il a compris que cette guerre, elle n'est pas que militaire. Elle est idéologique, tu veux dire? Exactement. C'est une guerre éminemment politique. Il sait que si la France n'est pas traitée comme une nation souveraine pendant le conflit, après la guerre, elle sera traitée comme un territoire sous tutelle. Giraud veut gagner des batailles, De Gaulle veut restaurer un État. D'accord. Mais cet argument de la restauration de l'État, il se heurte à une réalité logistique, non? Je veux dire, pour expliquer ça simplement, faisons une petite analogie pour nos auditeurs les plus jeunes, les lycéens par exemple. Ah oui, la fameuse analogie de la maison, vas-y. Voilà. Imaginez que votre maison est en feu, occupée par des squatteurs. Votre voisin, très riche, donc les États-Unis, arrive avec des pompiers et de l'eau. Mais en échange, il exige de nommer un nouveau propriétaire à votre place et de garder les clés après. C'est brutal dit comme ça. Bah oui, mais du point de vue du voisin, il fournit le matériel et le sang de ses pompiers. N'est-ce pas légitime de vouloir contrôler la suite? D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, vous qui nous écoutez, en temps de crise absolue, la légitimité vient-elle des moyens matériels, comme le pense Roosevelt, ou de la force de conviction, comme le croit De Gaulle? Moi, je trouve que c'est là que la vision de De Gaulle est incroyable. Accepter ce marché, même si le voisin fournit l'eau, c'est accepter de ne plus jamais être maître chez soi. Pour lui, la gratitude a des limites. Et cette incompatibilité, elle va provoquer une collision frontale. Janvier 1943, la conférence secrète de Casablanca. Ah, l'hôtel d'Anfa, quel décor, hein. Entouré de barbelés américains, sous haute sécurité. Giraud accourt tout de suite à la convocation. Mais De Gaulle, lui, il refuse d'y aller au début, non? Il est outré. Et on le comprend. Casablanca, c'est le protectorat français. C'est le sol de l'Empire français. Et Roosevelt s'y installe et convoque De Gaulle comme un petit préfet étranger. C'est une insulte diplomatique énorme. C'est sûr. Mais Roosevelt a mis une pression folle. Et il utilise Churchill pour ça. Churchill menace de couper les vivres à la France libre, de rompre les communications avec la résistance. Il lui dit même, avec son accent british, Mon général, si vous m'obséquerez, je vous liquiderai ». Liquidation politique, bien sûr. C'est du chantage pur et simple. Sous cette pression, De Gaulle finit par y aller. Mais ce qu'il ignore, c'est le piège de Roosevelt. Les Américains voulaient le forcer à co-diriger avec Giraud, en position de faiblesse. Et s'il refusait,
Des conseillers de la Maison-Blanche parlaient carrément de l'exiler comme gouverneur à Madagascar. Non mais c'est fou! Madagascar. Ouais. Et le FBI enquêtait sur les gaullistes à New York comme s'ils étaient des dictateurs en puissance. Mais le vrai danger, le cœur du problème, c'était ce projet d'administration militaire, la MGOT. La MGOT, oui. L'Allied Military Government of Occupied Territories. C'est essentiel pour comprendre ce débat. Ça signifiait que les Américains allaient gérer les villes françaises libérées. Pas de maire français, non. Des officiers américains. Avec un contrôle total sur les ressources, l'énergie, tout ça. Tout à fait. Et le pire, c'était la monnaie. Ils avaient imprimé des billets drapeaux aux États-Unis, de la vraie monnaie d'occupation sans la signature de la Banque de France. Je me fais l'avocat du diable ici. Roosevelt finance la guerre. Il prépare le débarquement. Il ne veut pas de chaos ou de guerre civile derrière ces lignes, avec des comités locaux parfois très communistes. N'est-il pas légitime de vouloir une administration militaire stable, la MGOT, pour sécuriser ses soldats et patriotes? Sur le papier, stratégiquement, ça s'entend. Mais la France ne pouvait pas échanger sa liberté contre des armes. Accepter la MGOT et Giraud, c'était accepter, selon les mots de Gaulle, une copie de la France fabriquée à Washington. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Face au blocage, Roosevelt force une poignée de main pour les photographes. Giraud et de Gaulle, qui se détestent, se serrent la main dans une ambiance glaciale. Tellement rapide que les photographes ont dû leur demander de recommencer. C'est vraiment la photo de la fausse fraternité par excellence. Ouais, une pure illusion diplomatique. D'ailleurs, petite pause au milieu de cette intensité. Si vous trouvez cette analyse utile, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce contenu. C'est super important pour nous. Et profitez-en pour nous dire dans les commentaires les difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre apprentissage de la langue française. On sait qu'on a beaucoup d'auditeurs internationaux, donc partagez ça avec nous. Exactement. Et si vous voulez creuser ce sujet, réclamez le PDF complet de cette analyse historique directement dans les commentaires et on vous l'enverra. Bon, retour à Casablanca. Roosevelt pensait avoir gagné avec sa petite photo. Mais la vraie légitimité, elle se construisait ailleurs, dans l'ombre, en France. L'action de Jean Moulin. Voilà. Pendant que De Gaulle est marginalisé par les Alliés, Jean Moulin fait un travail de titan. Il unifie la résistance française. Des communistes, des syndicalistes, des officiers de droite, des gens qui n'ont rien à voir entre eux. Et il les convainc de se rallier à De Gaulle. Ce qui nous amène à cet événement qui fait tout basculer, le 8 mai 1943. Le fameux télégramme du CNR, le Conseil national de la résistance. Il arrive à Londres et il est sans appel. La résistance refuse Giraud et ne reconnaît que De Gaulle comme seul chef légitime. Et c'est un coup de tonnerre pour Roosevelt, ça. Ah bah, complètement. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est énorme. Ces résistants, ils risquent la torture, la déportation. Ils ne se font pas torturer pour un général choisi par des Américains dans un hôtel de luxe au Maroc. Ils se battent pour l'idée d'une France souveraine. Exactement, incarné par l'homme du 18 juin. Et ça marche. De Gaulle arrive à Alger en mai 1943 et il est acclamé par la foule. C'est le triomphe politique. Giraud, lui, il est politiquement écrasé, il part même un mois aux États-Unis, il laisse le champ libre et finit par être évincé en novembre 1943. Il n'avait aucune vision politique, Giraud. Ce qui me fait poser une autre question. À ceux qui nous écoutent, répondez dans les commentaires. Pensez-vous que Giraud avait la moindre chance de s'imposer face à De Gaulle sans une véritable vision politique pour l'après-guerre? Très bonne question. Personnellement, je pense que c'était perdu d'avance. Surtout que tout ça mène à la capitulation politique de Roosevelt. En juillet 1944, Roosevelt doit inviter De Gaulle à Washington. Il reconnaît partiellement son autorité et en août 1944, Paris est libéré et administré par des institutions françaises, pas par la MGOT. La MGO est mort-née en France. Mais il faut bien voir que cette tension, elle a eu des conséquences durables, très durables. Tu parles de l'OTAN ? Absolument. L'ombre de la MGO de Casablanca, elle ne va jamais quitter De Gaulle. En 1966, quand il est président de la République, il décide de retirer la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Ah oui, il fait fermer toutes les bases américaines en France. Voilà. C'est l'héritage direct de 1943. Il s'assure que jamais la défense de la nation ne soit subordonnée à un état-major à Washington. Une alliance, oui, mais jamais de vassalisation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Si De Gaulle n'avait pas été aussi intransigeant, si épuisant pour ses alliés, et Churchill disait qu'il était impossible à vivre, la France aurait sûrement subi l'administration militaire de l'MGO? C'est clair. Et ça nous laisse sur une réflexion assez provocatrice, je trouve. Cette histoire, elle nous montre que la souveraineté d'une nation, elle ne se décrète jamais par les autres.
Elle existe uniquement quand on est prêt à dire non, même à ses propres alliés. C'est très vrai ça. La véritable menace pour l'indépendance d'un pays, parfois elle vient moins de ses ennemis déclarés que de l'excès de protection de ses amis. Quelle phrase de fin! Ça donne matière à réfléchir. C'est ainsi que s'achève notre débat sur cette période méconnue mais cruciale. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette analyse et de demander votre document PDF dans les commentaires. Merci à tous pour votre écoute attentive. Merci à tous et à très bientôt dans d'autres épisodes pour de nouvelles découvertes.